Et salut tout le monde, c'est Léo Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va servir de premier épisode de la nouvelle série que j'aimerais lancer sur cette chaîne, dans laquelle on va revoir toutes les bases de la chimie organique. L'objectif de ce programme, c'est d'être capable de pouvoir comprendre toutes les autres vidéos de chimie organique de la chaîne, et globalement à peu près toute la chimie organique, puisque du coup cette série de vidéos est censée donner les bases pour être capable de comprendre tout ça. Donc à la fois s'adresser à des total néophytes, mais également des gens qui sont déjà un petit peu expérimentés dans la chimie organique et qui ont déjà un petit peu de bouteille, puisque du coup ici on va vraiment revoir normalement toutes les fondations, et ça peut être intéressant pour des gens qui pratiquent déjà la chimie organique, de revoir justement toutes leurs fondations pour essayer de reconstruire tout leur savoir sur des bases solides. Dans ce premier épisode, et en fait dans les premiers épisodes tout court, on va beaucoup travailler sur le tableau périodique des éléments, qui est un truc vachement important puisque ça nous traduit absolument toutes les propriétés des atomes, et donc en fait par extension énormément de propriétés des molécules. Et ici, justement, dans ce premier épisode, donc on va essayer de comprendre un petit peu comment est construit ce tableau périodique des éléments, et on va essayer de lier ça à comment savoir représenter des molécules. C'est-à-dire savoir où est-ce qu'on doit mettre des charges, savoir où est-ce qu'on doit mettre des doublés non liants, savoir où est-ce qu'on doit mettre des lacunes, et savoir pourquoi est-ce que certaines molécules peuvent exister et certaines molécules ne peuvent pas exister. Par exemple, pourquoi un carbone ne peut pas avoir 5 liaisons, pourquoi un hydrogène ne peut pas en avoir 3. C'est tout ça qu'on va essayer de comprendre ici. Alors, le tableau périodique des éléments, je ne l'ai pas imprimé, et je considère que c'est une bonne chose, parce que c'est bien de savoir à peu près à quoi il ressemble dans sa tête. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément le connaître par cœur, mais savoir sa structure, c'est déjà pour moi quelque chose de vraiment important. Et voilà, je suis peut-être un peu le puriste là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment super important. Et du coup, j'ai essayé ici de vous représenter plutôt une esquisse un peu de ce tableau-là, surtout qu'il y a plein d'informations sur le tableau dont on n'a en vrai pas besoin en permanence. Genre, je sais pas, toutes les masses molaires, tout ça, c'est des trucs qui peuvent se retrouver en fait approximativement tout en faisant genre x2 sur le numéro atomique. Et du coup, je trouve que c'est souvent très surchargé et on peut se perdre un peu dans tous ces détails. Donc le tableau, globalement, comment est-ce qu'il va se représenter? Ça va être en fait un système de cases, donc, comme un tableau. On va avoir une case là, on va avoir deux cases ici en dessous, on va avoir ici un bloc de 10 cases, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis un bloc de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'ai oublié l'hélium. Et du coup, on va avoir comme ça une succession de blocs. Tchac, donc bloc de 2, bloc de 6, un bloc de 10 au milieu qui est laissé vide. À partir de la quatrième ligne, ce bloc de 10 va se remplir. On verra pourquoi plus tard. Pareillement pour la cinquième ligne. Et à partir de la sixième, ça devient un peu le bordel, parce qu'on a toujours le bloc de 2, le bloc de 10 et le bloc de 6. Sauf qu'ensi, en plus, on se va avoir un bloc de 14. Alors 14, ça va être un peu galère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, normalement j'en ai 14. On va avoir des blocs de 14 qui vont commencer à se rajouter. Mais là, de toute manière, on commence à arriver dans des numéros atomiques qui sont vraiment importants. Et honnêtement, c'est pas... disons que... on va pas forcément aller aujourd'hui jusqu'à aussi loin dans les tableaux périodiques des éléments. Parce que de toute manière, ici, il y a beaucoup d'éléments très rares qu'on utilise quasiment jamais. Alors ça c'est après donc la forme du tableau. On voit que c'est vachement pratique de le retenir, le tableau sous forme de bloc. En fait, on va voir que cette représentation en bloc se traduit par une réalité très concrète et qui permet du coup vraiment d'interpréter le tableau et de lui donner un sens, plus que de simplement retenir tout par cœur. Ensuite, comment est organisé ce tableau? Du coup, vous allez avoir donc des cases. Dans chaque case, vous avez un élément. Par exemple, ici vous avez l'hydrogène, ici vous avez l'hélium, c'est un H, hein. Ici vous avez lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon. Je vais m'arrêter là pour le moment, on verra un petit peu plus loin pour la suite. Et à chaque case, donc, il y a associé un numéro. Par exemple, ici numéro 1, ici numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5, 6, 7, c'est un 7, 8, 9 et 10. Ok. On voit du coup qu'il se lit de gauche à droite et de bas en haut, donc de manière parfaitement classique pour des occidentaux comme nous. Et donc on remplit donc ce tableau par une lettre qui représente du coup un atome et un numéro qui représente son numéro atomique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atome déjà? Qu'est-ce que c'est que le numéro atomique d'un atome? Je vous ai dit qu'on prenait vraiment par les bases, donc je pense que ça doit être à peu près déjà dit par tout le monde, mais on sait jamais, autant faire des petits rappels. En gros, un atome, c'est composé d'un noyau. Dans ce noyau, il y a des protons, donc je vais représenter en rouge parce que c'est chargé positivement. Voilà, il y a quelques protons. Il y a aussi des neutrons, alors je vais les représenter en bleu. Les neutrons, c'est neutre, comme son nom l'indique, donc c'est pas chargé. Et honnêtement, ça ne nous intéresse pas de fou dans le raisonnement qui va suivre, parce que globalement, ça ramène de la masse au noyau, c'est sympa, mais comme ça change pas fondamentalement la charge du noyau, et que ça change pas fondamentalement le nombre d'électrons qu'il va avoir autour, en fait, bien souvent, ça donne des atomes qui ont des propriétés assez similaires, donc on appelle ça des isotopes, deux noyaux qui ont, deux atomes
qui ont des protons, un nombre de protons identiques mais un nombre de protons différents, neutrons différents pardon. Et du coup souvent voilà, ça reste quand même des atomes qui ont des propriétés vraiment similaires, les isotopes. Donc c'est pour ça qu'en fait on les fout dans les mêmes cases. Donc par exemple ici dans la case numéro 6 pour le carbone, pour retrouver à la fois l'isotope carbone 12 qui est le plus abondant, le carbone 13 et le carbone 14, le fameux carbone 14 qui permet de dater les trucs. Et le carbone 13 qui a une utilité en RMN, on verra ça plus tard. Donc voilà, tout ça c'est vraiment des trucs qui sont avec des propriétés similaires. Donc souvent on les fout dans la même case. Et du coup jusqu'à présent, jusqu'à par la suite, j'avais négligé donc bien l'influence des nombres de neutrons dans les raisonnements suivants. Et ensuite il y a des électrons autour également. Alors ces électrons du coup c'est les petites particules qui sont chargées négativement, qui se situent autour du noyau, donc qui gravitent en gros autour. Globalement il y en a autant que le nombre de protons pour avoir la neutralité électrique. Donc s'il y a 5 protons chargés positivement, c'est une charge de plus 5. Et donc il y aura aussi 5 électrons chargés négativement pour avoir une charge de moins 5. Ok, super. Et donc, bien ces électrons donc, ils vont graviter. Et l'objectif, en fait, ici, en premier lieu, ça va être de se demander, ok, c'est sympa, mais je veux dire, ils sont à quelle distance, ils sont à quel angle, comment ça marche en fait la gravitation des électrons autour bien, du noyau. Ça c'est un truc qui est vachement important et qui est pas forcément évident. Ça peut probablement se vérifier expérimentalement. Essentiellement on me l'a démontré par tout ce qui est physique quantique, parce qu'en effet le comportement des électrons va être quantique. Et du coup si je devais faire une réponse un peu complexe, ils vont se balader selon une densité de probabilité décrite par une fonction d'onde. Donc on voit que c'est quelque chose de quantique et d'absolument immonde. Et du coup c'est pour ça qu'ici je vais largement simplifier tout ça, et que je vais simplement considérer qu'on a des électrons qui sont à n'importe quel angle autour de notre noyau, mais qui se situe par contre à une distance fixe. En fait cette distance c'est la distance qui est celle qu'on a le maximum de densité de probabilité de notre électron à cet endroit-là. En gros ça veut dire qu'on a la distance que j'ai représentée, c'est là où il y a le plus de chances d'avoir l'électron, mais du coup je vais considérer qu'il est là, quitte à choisir. Et donc c'est comme ça qu'on va essayer de décrire un petit peu où se situent les électrons par rapport au noyau. Alors je vous propose de commencer par les 10 premiers, tant qu'on y est. Alors je vais commencer par l'hélium. Par l'hydrogène, pardon, décidément j'ai du mal. Alors l'hydrogène, donc il est numéro 1, donc s'il est numéro 1, selon ce que j'ai dit précédemment, ça veut dire qu'il a un proton, super, et ça veut dire qu'il a un électron. L'électron que j'ai représenté en noir. Il a un électron, alors on sait pas trop où est-ce qu'il est, mais il faut bien le mettre quelque part. Donc je vais le mettre à une distance, de toute façon c'est arbitraire. C'est un certain nombre de petits carreaux. On s'en tape de savoir exactement combien c'est. Bon. Ensuite je vais passer à 2, donc je vais passer à l'hélium. L'hélium du coup il a 2 protons. Et puisqu'il a 2 protons, il va également avoir 2 électrons. Alors on peut se demander où vont se trouver ces électrons. Le premier, c'est simple, il va être un petit peu plus proche. Alors pourquoi? Parce que cette fois-ci, il y a 2 protons, donc l'électron est plus attiré qu'avant par les protons, les charges négatives et positives s'attirent. Et je vais également caler un deuxième. Alors le deuxième, on peut se demander où est-ce qu'on peut le caler, est-ce qu'il va être plus proche, au même endroit, même distance, plus loin. En fait, il va être globalement à la même distance. Ok. Il sera décrit par la même fonction d'onde en termes de distance. Alors c'était pas clair. Mais ça se comprend, a priori, pourquoi est-ce qu'on va venir différencier ces 2 électrons, alors qu'a priori, un électron c'est un électron, ils ont probablement des propriétés identiques. Donc là c'est super, on serait tenté d'aller un petit peu vite en besogne sur le lithium, sur le beryllium, sur le bore. On serait tenté d'aller un petit peu rapidement, et de se dire, ouais, j'ai tout capté, Mon lithium donc en a 3, mon beryllium qui en a 4, mon bore qui en a 5. On serait tenté de se dire, c'est super. Mon lithium, j'en cale 2. Et puis je vais caler le troisième à même endroit. Mais en fait non, on n'observe pas ça, on observe qu'il se cale un petit peu plus loin. Ok, pourquoi pas. Alors là évidemment ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de trouver par un raisonnement inductif la loi qui va permettre de savoir où caler les électrons en termes de distance par rapport à des noyaux. Donc au début on a l'impression qu'ils se calent tout le même endroit, en fait là on voit qu'il y en a un qui se cale un petit peu plus loin. Continuons, peut-être qu'il se cale 2 par 2. Et en effet ça semble se vérifier sur le beryllium, il semble se caler 2 par 2. Alors super, là maintenant sur le bord, on a envie d'aller un petit peu plus loin, on a envie de se dire ok, on va caler 2 déjà, ensuite on va en caler 2 aussi, et puis ensuite, là il y a en gros 2 choix qui s'offrent à moi, soit je refais une sous-couche avec un seul du coup, mais que je vais compléter par des couches successives de 2 électrons, soit je vais le caler au même endroit, parce que peut-être que c'est 2, puis 4, puis 8, enfin j'en sais rien, peut-être ça suit des puissances de 2. Et en fait on observe un truc particulier. Il va se placer à une distance, une troisième distance du noyau, mais il va se placer à une distance par exemple ici. Donc en gros, il va se passer à une distance qui est globalement encore plus loin que la distance des 3e et 4e, mais elle est quand même très proche du 3e et du 4e. Donc imaginons que là j'ai une distance arbitraire que j'appelle petit a, là j'ai une distance, par exemple 2 petits a, et là je vais avoir une distance 2 petits a plus un petit truc, plus epsilon. Epsilon étant petit. Ok, pourquoi pas. Alors en vrai, j'ai pas exactement 2a, etc. C'est vraiment des représentations, c'est schématique. L'objectif c'est de comprendre à peu près comment ça s'organise. Donc on va passer au carbone. 3, 4, 5, 6. Alors le carbone, on commence à capter un petit peu. On va en avoir 2, puis on va de nouveau en avoir 2, puis on va de nouveau en avoir 2.
Donc encore une fois, on a la première couche qui est à une certaine distance, la deuxième couche qui est assez loin, et la troisième couche qui est en fait vraiment très proche de la deuxième. Bon, évidemment, on peut se demander jusqu'à combien d'électrons on va pouvoir caler là dans la couche qu'on est en train de compléter. Est-ce qu'on en cale que 2 et du coup est-ce que là maintenant je refais une nouvelle couche? En fait, on va en caler plus que 2, on va en caler 6. Je vous commencez peut-être à comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait ici un bloc de 6, pourquoi est-ce qu'ici on fait des blocs de 2, je pense que vous commencez un petit peu à comprendre tout ça. On va en caler 6, du coup je vais directement me permettre d'accélérer un petit peu et d'aller jusqu'au néon, néon numéro 10. Le néon, donc on a 10 protons. Alors je vais écrire 10 en rouge parce que ça va commencer à être long si j'écris 10 points rouges. Et concernant les électrons, on en a alors 2 très proches, puis 2 un petit peu plus loin, et puis 6, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc on a une couche de 2, une couche de 2, une couche de 6. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe si on va un petit peu plus loin? Alors bon, là je ne les ai pas forcément représentés ici, mais désormais les trucs qu'on va obtenir, ça va être le sodium, puis le magnésium, puis l'aluminium, puis le phosphore, non le phosphore est là, silicium pardon, phosphore, soufre, chlore, et enfin argon. Alors bon, là déjà on voit que c'est marrant, mais je suis passé à une couche complètement différente en passant de l'hélium au néon, enfin plutôt en passant de l'hélium au lithium, on voit qu'on a ici créé une couche complètement différente, et on voit que en passant du beryllium au bohr, j'ai créé encore une couche, mais qui est vraiment proche de la couche juste avant. Donc ici on peut peut-être se douter qu'en passant du néon au sodium, on va créer une autre couche complètement différente, et qu'en passant du magnésium à l'aluminium, on va créer une autre couche qui va ressembler à celle de juste avant, mais qui sera différente. Et ces couches, on peut également se douter que la première va être constituée de 2 électrons, et la dernière va être constituée de 6 électrons. Et en effet, c'est un raisonnement qui marche tout à fait. Argon. Pour l'argon, on va donc avoir 18 protons, bien sûr. Et les électrons, du coup, ils vont se situer selon une première couche, 2, puis une deuxième, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et enfin une troisième, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on se dit que c'est trop bien, qu'on a tout capté, parce que du coup, la couche suivante, on voit qu'on va avoir donc, les éléments suivants. Alors je vais pas tous les dessiner parce que ça commence à faire beaucoup. L'important c'est qu'on va y arriver au dernier élément qui est le krypton, numéro 36. Et donc on commence à capter un petit peu que 36 kryptons, ça va être égal à évidemment 36 protons, suivi de 2 électrons très proches, puis une couche de 2 suivie d'une couche de 6, je crois que j'en ai mis 6, puis enfin une autre couche, 3, 4, 5, 6. Ok. Enfin, du coup, on voit qu'il y a bien de nouveau 2 électrons qu'on va venir caler sur une quatrième couche. Puis ensuite, là, il y en a 10. Alors, les 10, en fait, on peut se demander où est-ce qu'on va les placer. A priori, on aurait bien envie de les placer ici, sur la couche numéro 4. En fait, ils vont se placer sur la couche numéro 3, de manière assez spéciale. Ils vont même se placer là, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire entre la troisième couche, sous-couche numéro 1, et troisième couche, sous-couche numéro 2. Et ensuite, on va de nouveau en placer 6 ici. 3, 4, 5, 6. Ok. Je pense que vous commencez un peu à comprendre comment va fonctionner la suite. On va derrière avoir le xénon qui a 54, et du coup pour le xénon, on va refaire ici une couche de 2, on va refaire ici une couche de 6, et on va refaire ici une couche de 10. Et bien sûr, dans quel ordre est-ce qu'on remplit ça? On commence par la couche de 2, ici, puis la couche de 10, donc on va ensuite remplir couche numéro 4, sous-couche qui contient des électrons, et enfin la couche de 6, plutôt les 6 électrons, dans la couche numéro 5. Ok. Bon, alors, pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Donc, encore une fois, c'est la physique quantique, donc je vous invite à faire des calculs quantiques. Peut-être que j'aborderai ça un jour sur cette chaîne, je pense pas, parce que c'est pas les trucs les plus intéressants. Mais bon, voilà, ça revient à résoudre l'équation de Schrödinger, c'est pas le plus marrant, selon moi. L'important, c'est surtout de comprendre comment ça marche. Alors c'est bien cool de les appeler couche numéro 1, couche numéro 2. Vous voyez déjà, j'emploie le terme technique couche. Et en fait, on leur a donné des noms à ces couches, parce que c'est plus pratique. Donc cette couche-là, on l'a appelée la couche numéro 1. Cette couche-là, on l'a appelée la couche numéro 2. Cette couche-là, la numéro 3. Cette couche-là, la numéro 4. Puis on voit qu'ensuite on pourrait continuer, une couche 5, 6, 7, etc. Ok. Malgré tout, cette couche ici, qui est donc la couche numéro 3, là en fait, techniquement on pourrait appeler ça le bloc, mais comme ces électrons sont proches les uns des autres, on appelle ça une couche. Ensuite, il faut qu'on voit qu'il y a différentes couches en fait dans la couche 3. Du coup, on les appelait des sous-couches. Donc ici, on a la couche 1, et il y a une seule sous-couche. Là, il y a la couche 2, on a 2 sous-couches. Couche 3, il y a 3 sous-couches. Couche 4, il y a de nouveau 2 sous-couches, mais en fait, on sait qu'on va avoir une troisième sous-couche ici à cet endroit-là, à minima, puisque cette troisième sous-couche, ça va être les 10 électrons qu'on va rajouter quand je passe au xénon, donc à la ligne d'après. Et en fait, on peut même du coup se douter qu'on va avoir une quatrième sous-couche accessible. Et petit spoiler, mais cette quatrième sous-couche accessible, ce sera celle-là, donc qui est composée de 14 électrons. Donc on voit que ça commence à faire un paquet de monde. Du coup, de la même manière, on peut se douter que la couche 5 va avoir en tout 5 sous-couches, etc. Mais in fine, on va pas commencer. Vous voyez là bien que, par exemple, sur la couche numéro 3, j'ai commencé à en remplir 2, puis je suis allé remplir la 4, puis je suis retourné remplir la 3, avant de continuer de remplir la 4. Donc on voit que c'est un peu différent. Et qu'au début on remplit vraiment tout de manière bien linéaire, et qu'à partir de là ça commence un peu à partir en cacahuète, et on se doute que ça va partir encore plus en cacahuète par la suite, puisqu'ensuite du coup on va commencer à remplir la numéro 5, puis re-remplir la 4, puis terminer de remplir la 5, puis commencer à remplir la 6,
terminer la 4, continuer la 5 et terminer la 6. Bref, ça commence à devenir un peu un bordel. On va voir qu'on peut s'y retrouver, à la fois grâce à ce super tableau, parce que du coup, si on l'a dans notre tête, forcément, en fait, en baladant simplement le tableau de gauche à droite et de bas en haut, on est obligé de savoir dans quel sens on va remplir tout ça. Ok. Alors du coup, le dernier truc qu'on va qu'on va faire, c'est décider de nommer ces sous-couches. Alors, on va les nommer avec des lettres cette fois-ci. On va donc nommer la première qui est remplie de 2 électrons avec la lettre S, celle qui est remplie de 6 avec la lettre P, celle qui est remplie de 10 avec la lettre D, celle qui est remplie de 14 avec la lettre F. En vrai, vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus. Et du coup, c'est pour ça que dans le tableau, on va nommer les différents blocs qu'on a ici. Bloc S, bloc P, bloc D, bloc F. Donc typiquement ici, on va retrouver le bloc S, qui est composé de 2 électrons. Ici, on va retrouver le bloc D, qui est composé de 10 électrons. Le bloc P, composé de 6. Et ensuite, ici, les blocs F, composés de 14. Pourquoi est-ce qu'on les nomme S, P, D, F en vrai, j'en sais rien. Donc on va dire que c'est des lettres qui ont été placées là de manière arbitraire. À partir de là, du coup, on est en mesure en fait, de nommer ces couches avec des lettres, plutôt que de simplement placer comme ça des électrons. Et donc c'est là qu'on arrive à des super trucs de configuration électronique. Donc par exemple pour le krypton, la configuration électronique du krypton, qui est donc composée de 36, on voit pas très bien, composée de 36 électrons, ça va être, premièrement, la première couche, qui est donc la 1s, celle-ci, et qui est remplie de 2 électrons, donc j'ai calé 1s2. Puis ensuite on voit qu'on a du coup la couche 2s, qui est remplie également de 2 électrons, puis la couche 2p, qui est remplie de 6 électrons, puis la couche 3s, qu'on a remplie de 2. Ensuite, là on voit qu'il y a la 3d qui est remplie, mais en fait on sait qu'on a commencé par remplir la 3p, qu'on a remplie de 6. Puis ensuite on sait qu'on a rempli la 4s, qu'on a rempli de 2. Puis enfin la 3d, qu'on a rempli de 10. Et enfin la 4p, qu'on a rempli de 6. Et donc cette configuration, on peut la prendre par cœur, et retenir par cœur qu'il faut commencer par remplir la 3s, puis la 3p, puis la 4s, puis la 3d, puis la 4p, et ça semble être un ordre un peu arbitraire. Ou on peut se souvenir qu'on a ce tableau-là, et du coup, en effet, forcément, on voit qu'on va commencer par remplir 3s, puis 3p, puis 4s, puis 3d, puis 4p. On voit qu'évidemment, il n'y a aucun moyen de se tromper en ayant cette esquisse de tableau dans la tête. Ok, c'est super. Bon. Donc là, on vient de comprendre un petit peu tout ce qui est configuration électronique, etc. Alors tout ça, du coup, c'est des règles qu'on va appeler règles de Kleczkowski. Voilà, c'est génial. J'essaierai de revenir là-dessus un petit peu plus tard en détail dans une vidéo, parce que c'est important, les configurations électroniques. Mais c'est pas vraiment le propos d'aujourd'hui. Le propos d'aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi est-ce que des atomes font des liens entre eux pour former des molécules, et comment est-ce que ces liens sont décidés. Eh bien, pour ça, il y a un truc qui est un peu en fait à comprendre, c'est que globalement, les atomes aiment bien avoir leurs couches qui sont remplies. Alors pourquoi est-ce qu'ils aiment bien avoir leurs couches remplies je sais pas, ça procure une certaine stabilité quoi. Il n'y a pas de trous, il y a moins d'aléatoires, c'est sympa. Donc les couches remplies c'est good. Ok. Donc par exemple, si on prend l'hydrogène, ce pauvre petit pote, l'hydrogène il va avoir quoi? Il va avoir un seul électron, enfin un seul proton pour commencer, et également un seul électron. Alors on voit que l'électron il est dans la couche 1s, même dans la sous-couche 1s, couche 1, sous-couche S, et cette couche elle peut contenir jusqu'à 2 électrons. Donc ce serait cool s'il pouvait avoir un deuxième électron. Alors on pourrait tenter de le rajouter, simplement, touc. Sauf que déjà premier problème, cet électron faut bien qu'il vienne de quelque part, parce qu'on peut pas sortir un électron du chapeau. Et puis surtout, du coup, deuxième problème, on se retrouve ici avec un proton qui a 2 électrons, et donc forcément cet ensemble se met à devenir chargé. Jusqu'à présent on avait autant de protons que d'électrons, donc pas de charge. Ici on a 2 électrons en proton, on va donc avoir une charge négative. Ça pose un problème. Surtout que du coup, comme on a capté, si on a une charge négative quelque part, on a une charge positive ailleurs, et donc c'est pas génial. Ok. Alors, comment est-ce qu'on règle ce problème? En fait, il y a un moyen assez débile de régler ce problème, c'est de dire, ok, imaginez, je mets un électron comme ça quelque part, je mets un petit H, proton, quelque part, ok. Ce H, il a un électron. Et puis en fait, à côté de cet H-là, je mets un autre H. Ce H, il a aussi un électron, qui se situe, si là j'ai une distance A, lui va également se situer à une distance A. Donc en fait, il va se situer là. Et là, on observe une situation qui est pas mal en fait. On observe que du point de vue de ce proton, il a 2 électrons. Donc c'est comme s'il avait une couche qui était remplie. Il a le sien, et il a celui d'hydrogène qui est à côté. Sauf que du coup, cet électron ne vient pas de nulle part, il vient de l'hydrogène à côté. Et le truc qui est cool, c'est qu'au lieu d'avoir un H chargé négativement parce qu'il a 2 électrons lui d'un seul, et un chargé positivement parce qu'il a un électron, enfin il a 0 électron lui d'un, ici, du point de vue de ce H, il a également 2 électrons dans ses couches S. Et donc là, on vient de voir un truc vachement sympa. On vient de voir qu'en fait, avec ce genre de configuration, les 2 noyaux d'hydrogène sont contents parce qu'ils ont à la fois pas de charge, globalement ici, j'ai bien 2 électrons de protons, et pourtant chacun sa couche qui est remplie. C'est quand même génial. On vient de créer la liaison chimique. Ça, c'est une liaison chimique. Et plus précisément, parce que la liaison chimique, c'est simplement des liaisons entre des espèces chimiques, c'est en fait une liaison covalente.
Ça, c'est vachement important. Ok. Alors bon, on peut également derrière donc, essayer de comprendre comment est-ce que ça a marché pour d'autres atomes. Par exemple, je vais prendre l'atome d'azote. Alors l'atome d'azote, du coup, donc son numéro atomique, c'est 7. Donc l'azote, c'est 7. Hop, je vais prendre les bonnes couleurs. L'atome d'azote, son numéro atomique, c'est 7. Il va donc avoir 7 protons, donc ça, pourquoi pas. Limite, on s'en fout. Par contre, il va avoir 7 électrons. Donc on va avoir ici 2 électrons, puis 2, puis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok. Nous, on sait qu'il aimerait bien avoir ces couches qui sont remplies. Pour avoir ces couches remplies, il lui faudrait globalement 3 électrons de plus. Du coup, pour faire 3 électrons de plus, il lui faudrait 3 autres atomes, pas trop loin de lui, capables de lui filer un électron. Et donc, par exemple, on peut imaginer un azote qui ressemblerait à ça. Alors, je vais écrire N pour l'azote, qui a donc 7 protons, mais ça, on va considérer qu'on n'en a plus trop besoin. Cet azote, il a en tout ces 2 électrons, les 2 électrons 1s qui sont très proches de lui. Et ensuite, on va passer des électrons 2, donc on a les 2s qui sont là, qui sont tranquilles, ils n'ont pas besoin de se lier à quelque chose. Et ensuite, on a les électrons P, donc les fameux 2p, on en a 3. Un qui va se situer là, un qui va se situer là, un qui va se situer là. Et si je commence à placer ici les hydrogènes, et on va se mettre bien. Parce que cette fois-ci, on voit qu'on a donc bel et bien notre azote. Alors évidemment, du point de vue de chacun des hydrogènes, on a 2 électrons, on a ces deux-là. Et du point de vue de l'azote, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a bien nos 10 électrons. Donc on voit que ça, c'est super. Notre azote vient de réussir à accomplir ses sous-couches, et notre hydrogène vient de réussir à accomplir ses sous-couches. Alors comment est-ce qu'on appelle cette règle? Qui consiste à dire qu'on va essayer en gros de combler toujours les sous-couches de différents atomes. On l'appelle la règle du duet pour l'hydrogène et l'hélium, et la règle de l'octet pour les autres éléments. Pourquoi duet, pourquoi octet? Parce qu'on voit qu'en fait en tout, ça revient à essayer d'avoir 8 électrons autour de soi. Ces 2 électrons, ces deux-là, ils sont un petit peu spéciaux. Parce que c'est les électrons 1s de l'azote, et en fait ils vont être vachement proches du noyau. Parce que justement, on se met à avoir un azote qui est vachement chargé. Comme ils sont vachement proches du noyau, en fait globalement ils vont jamais vraiment interagir dans des liaisons covalentes, tant et si bien qu'on va arrter de les représenter, de toute façon ils réagiront pas, et l'azote les partagera pas. Donc ceux-là on va arrêter de les représenter. Et du coup si on ne les représente plus, en fait on voit que parmi la dernière couche non remplie de l'azote, donc parmi les électrons qu'on va dire de valence, parce qu'ils se situent sur la dernière couche qui n'est pas complètement remplie de l'azote, on voit qu'en tout, son objectif c'est de remplir cette couche avec 8 électrons, et donc en tout, de former, d'avoir 8 électrons autour de lui. 8, ça se dit oct, donc je sais plus si c'est en grec ou en latin, mais du coup c'est pour ça qu'on appelle cette règle la règle de l'octet. Du point de vue des hydrogènes, on voit que l'objectif c'est d'avoir 2 électrons, on appelle donc ça la règle du duet. Et là c'est super cool, parce que du coup à partir de là, on vient de comprendre comment est-ce qu'on peut réussir à former des liaisons chimiques. En tout cas des liaisons covalentes. Alors bon, ce formalisme il est bien sympa, parce qu'on arrive vraiment à capter qu'en effet là on a un azote qui a 8 électrons autour de lui, et chaque hydrogène qui en a 2, mais on voit que c'est quand même vachement lourd à représenter comme formalisme, c'est vachement lourd. Du coup, plutôt que de représenter toujours chaque électron-valence et de montrer qu'on a bien la valence qui est complétée à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'établir des petites règles pour voir combien chaque atome est censé former en tout de liens. Ici, on voit typiquement que l'azote, il est censé former 3 liens, et qu'il est censé en plus se retrouver avec 2 électrons, qui vont du coup être non appariés, 2 électrons qui vont rester sur l'azote. On va donc globalement pouvoir retenir que l'azote, c'est 3 liens. Ok. Alors on pourrait faire la même chose avec d'autres éléments, par exemple l'oxygène. L'oxygène, on sait qu'en tout, il a 6 électrons de valence. Je vais représenter en noir, pardon. 6 électrons de valence. Et donc on voit qu'en tout, il serait cool, il serait content s'il pouvait former 2 liaisons. Comme ça, chaque oxygène ici répond à la règle du duet, et l'oxygène peut répondre à la règle de l'octet. Donc l'oxygène, lui, va former 2 liaisons. 2 liens. De la même manière, le fluor, lui, va former un lien. Et le carbone, lui, va devoir former 4. On va également adopter un autre formalisme, ce qui va considérer, on va désormais noter les liens entre les différents atomes, non plus comme 2 points, pour vous signaler qu'on a 2 électrons comme ça de manière verticale, mais plutôt comme un trait. Par exemple, on va plutôt représenter une liaison sous cette forme-là. Alors pourquoi un trait? Comme ça, on voit bien qu'on a ici cet électron qui appartient à l'oxygène, cet électron qui appartient à l'hydrogène, et en parallèle, le lien, le trait, ça représente un lien, c'est sympa. Bon, de toute façon, ici, c'est seulement des questions de formalisme, c'est juste que c'est comme ça que font les gens. On aurait pu adapter autre chose. Maintenant, c'est facile de faire un trait. Et puis, ça se comprend bien. Ici, du coup, dans cette molécule, que vous reconnaissez peut-être, c'est l'eau. On a donc à la fois ces 2 électrons ici. En fait, il y en a un des 2 qui appartient à l'oxygène et un des 2 qui appartient à l'hydrogène. De la même manière ici.
Ces deux trucs sont donc des liaisons covalentes, des liens entre un hydrogène et un oxygène. Et ici, ces deux doublés, qu'on appelle donc des doublés non liants, sont donc bel et bien des doublés d'électrons. Ils correspondent à ces deux électrons-là et à ces deux électrons-là. Et c'est donc bel et bien des électrons qui sont situés sur l'oxygène et qui ne sont pas en lien avec quoi que ce soit d'autre pour le moment. Ok. Et également, ce qu'on remarque, c'est que du coup, lorsqu'on a comme ça ce genre de configuration super, bah on a à la fois respect de la règle de l'octet et de la règle du duet, et en même temps respect des charges. Pourquoi est-ce qu'ici on va avoir respect de la charge? Parce qu'en tout, l'hydrogène, ok, il a deux électrons qui sont proches de lui, donc il respecte la règle du duet. Mais au fond, il a qu'un seul électron qui lui appartient. Et comme il y a un proton, il n'y a pas de charge. De la même manière pour ces deux électrons-là. Évidemment, du point de vue de l'hydrogène, il a deux électrons proches de lui, donc il respecte la règle du duet, mais formellement, il n'y en a qu'un seul qui lui appartient. Donc il est chargé, en fait il n'est pas chargé du coup. Et du point de vue de l'oxygène, formellement il a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons autour de lui, donc il respecte la règle de l'octet, mais en vrai il a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Et ça tombe bien, parce que, bon en fait il faut rajouter les deux électrons de cœur, donc on arrive à 8, et le numéro atomique de l'oxygène c'est 8, donc encore une fois, pas de charge. Ok, c'est super. Vous voyez que ce formalisme il est pas mal, et du coup globalement on peut grâce à ça réussir à deviner un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir bien dessiner tous nos azotes, tous nos oxygènes, tous nos fluors, tous nos carbones. Par exemple le fluor, lui, il va faire un seul lien, il va avoir 3 doublés non liants, donc globalement le fluor ça va toujours ressembler à ça. Alors là je vais caler grand A c'est un atome quelconque, donc globalement les liens avec les fluors seront toujours un fluor lié à un atome quelconque. Ok. Donc ça ce sera le seul moyen pour les fluors d'avoir respect de la règle de l'octet et de ne pas avoir de charge. De la même manière pour l'oxygène, on sait que l'oxygène va faire deux liens. Alors le premier moyen évident, c'est de penser à ça. Mais on peut également faire un truc comme ça. Ça on voit que c'est original, ça on voit que c'est un oxygène qui va venir faire deux liens, mais avec le même atome, avec le même objet. Par exemple, un oxygène qui pourrait faire deux liens avec lui-même, avec un autre oxygène. Ça on appelle ça du oxygène, c'est ce qu'on respire pour vivre. On voit que ça marche bien parce que on a bien en tout l'oxygène qui évidemment respecte la règle de l'octet parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons proches de lui, de la même manière pour l'autre. Pour autant, il n'a pas de charge parce qu'il a aussi que 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons qui lui appartiennent. Évidemment, plus les deux de cœur, 8. Donc ça marche bien. Alors ça, du coup, on va appeler ça une liaison double. Alors techniquement, en fait, une liaison double, c'est juste deux liaisons simples entre deux éléments qui sont identiques. Mais bon, du coup, on a décidé d'appeler ça une liaison double. Pour l'azote, ça va fonctionner de la même manière. L'azote, lui, va avoir un doublé non liant, et puis il va de manière générale faire trois liens. Sauf qu'évidemment, si on fait trois liens, on peut également faire un lien simple et un lien double, voire même carrément faire un lien triple. Et pour le carbone, du coup, de manière générale, on va avoir tendance à faire 4 liens. Pourquoi? Parce que le carbone, en tout, il a 6 électrons, donc 2 de cœur et 4 de valence, et comme il doit atteindre 8 électrons de valence et de base, il n'en a que 4, il doit bien faire 4 liens. Mais du coup, évidemment, il peut également faire un double et un simple, ou un triple et un simple. Est-ce que le carbone pourrait en faire un quadruple? C'est-à-dire un truc comme ça? Par exemple, avec un autre carbone? Avec comme ça, on serait tenté de dire que oui, avec ce qu'on vient de voir là. En fait, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, la liaison quadruple existe entre certains éléments, mais avec le carbone, c'est pas possible. Pour comprendre pourquoi c'est pas possible avec le carbone, c'est compliqué. Ça revient à faire des histoires d'orbitales. Donc en fait, ça revient à refaire de la physique quantique. Et c'est clairement pas le genre de considération que j'ai envie d'aborder ici. Donc on va simplement retenir que les liaisons quadruple carbone, ça marche pas. On sait pas encore trop pourquoi, mais ça marche pas. Ok. Donc là, c'est cool. On vient de voir à peu près comment est-ce qu'on va pouvoir représenter nos différents atomes, nos différentes liaisons. Mais il y a tout de même une chose qu'il faut qu'on voit. Par exemple, c'est le fait que cet azote-là, il ait 2 électrons. Encore. Donc il pourrait faire une liaison supplémentaire. Par exemple, il pourrait représenter un truc comme ça. Ça pourrait exister. Cet azote-là, il respecte bien la règle de l'octet, parce qu'il a bien en tout 4 liaisons. Donc 4 liaisons, ça lui fait en tout 8 électrons de valence, plus les 2 de cœur, on arrive à 10. Il respecte bien la règle de l'octet. Simplement, en tout, on voit qu'avec ce genre de formalisme, l'azote, il a 1, 2, 3 et 4 électrons autour de lui. Donc il n'y a plus que 4 électrons qui appartiennent vraiment à l'azote. Autrement dit, cet azote-là ne respecte pas sa charge. Oui, parce que nous, on sait qu'il aimerait bien avoir 5 électrons de valence autour de lui. Parce qu'avec les 2 de cœur, ça fait 7. Et comme en tout, il a 7 protons, là, on a un respect de la charge. Alors là, on en a plus que 4. Plus les 2 de cœur, ça fait 6. Ça veut dire qu'il a donc un électron de plus, un électron de moins que son nombre de protons. Et donc, il va se mettre à avoir une charge positive qui va apparaître. De la même manière, ce genre d'espèce, ça pourrait exister. Un oxygène avec en tout 3 liaisons. Sauf que du coup, rebelote, cette fois-ci, il a une configuration d'azote. Donc en fait, il va également avoir une charge positive qui va apparaître. De la même manière pour un fluor comme ça. Même si honnêtement, c'est vraiment rare. Et pour le carbone, c'est dur de mettre des charges sur le carbone, même si essentiellement on pourrait considérer un carbone qui est comme ça, qui aurait également une charge positive du coup, parce que cette fois-ci il n'a que 3 électrons autour de lui. Ou un carbone comme ça.
qui aurait laissé passer des électrons en trop, et que du coup, il mettrait avoir une charge négative. C'est quelque chose qui est aussi possible. Malgré tout, il y a un truc qui est intéressant sur ce carbone-là, c'est que ce carbone-là, on voit qu'il fait que 3 liens. Donc il ne respecte pas la règle de l'octet. Bah ouais, il a des liens qui sont pas présents. Et en tout, si je compte bien, il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus ces 2 électrons de cœur, 8 électrons, et il n'y en a pas 10, alors qu'il aimerait bien en avoir 10. Donc ici, on voit qu'on a un carbone spécial parce qu'il ne respecte pas la règle de l'octet. Alors est-ce que malgré tout ça peut exister? Bah ouais, on appelle ça un carbocation, il y en a plein, des carbocations, c'est vraiment une espèce qui est courante, mais ça ne respecte pas la règle de l'octet. Donc on peut se douter que ça va être réactif, et surtout, bah nous on aimerait bien indiquer qu'on a ici un carbone qui truande la règle de l'octet. Et donc bah, pour indiquer ça, on met un rectangle. Un rectangle qu'on appelle une lacune, et du coup ce rectangle indique sur ce carbone qu'il lui manque une liaison. Voilà. Alors bon, pourquoi est-ce que je parle de lacunes ici maintenant? Parce qu'en fait il y a d'autres espèces qui vont également avoir des lacunes, et qui elles vont un peu avoir des lacunes de manière obligatoire. Ouais, parce que pensez au bore. Le bore, on a dit qu'il avait en tout 5 protons. On a dit que ces électrons, ils allaient s'arranger sous la forme 2 électrons sur la couche 1, et puis 3 électrons comme ça. Ok, quand vous êtes un bore, comment est-ce que vous faites pour avoir votre règle de l'octet? Bah, vous devez avoir 4 liaisons. Modulo les 2 électrons de cœur que je représente là. Vous pouvez faire 4 liaisons. Donc on peut mettre un électron là, un électron là, un électron là, qu'on peut par exemple partager avec un hydrogène, partager avec un hydrogène, partager avec un hydrogène. Et en fait là on n'a que 3 liaisons. Donc en fait là on n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Et donc comment est-ce qu'on fait pour avoir 2 électrons de plus? Et bien en fait on est obligé de les piquer entièrement à quelqu'un. Précisément quelqu'un est obligé de nous les filer. Quelqu'un qui aurait par exemple un doublé non liant, genre en oxygène. Parce que du coup, bah, on voit qu'ici on a un bore qui n'est pas chargé, hein, parce qu'il a bien en tout 5 protons, et il a bien 1, 2, 3, 4, 5 électrons autour de lui, donc là notre bore n'est pas chargé, mais il ne va pas pouvoir respecter la règle de l'octet. Et donc on a comme ça certains éléments qui ont particulièrement peu d'électrons. Globalement, c'est les éléments qui vont se situer plutôt à gauche du tableau périodique des éléments, donc beryllium, lithium, bore, aluminium, magnésium, sodium. Ces électrons-là, ils vont se retrouver toujours un peu en porte-à-faux, parce qu'ils ne vont pas pouvoir être capables de respecter à la fois la règle de l'octet et à la fois leur neutralité. S'ils veulent respecter leur neutralité, comme le bore, il va devoir faire que 3 liaisons, donc pas d'octet. Et s'il veut faire plus de liaisons pour respecter l'octet, bah, il aura trop d'électrons, donc il aura des charges négatives. Et du coup, bah, là, il y a une méthode de défense un peu naturelle qui va apparaître pour tous ces atomes-là. Bah, c'est de se dire, ok, j'ai qu'à dégager mes électrons. L'un des meilleurs exemples, c'est le lithium. Prenez le lithium. Le lithium, lui, en tout, il a quoi? Il a 3 protons. Il a 3 électrons autour de lui. Son but, le lithium, c'est de remplir sa couche. En tout cas, c'est de remplir une couche. Et en fait, bah, là, on voit bien qu'il y a 2 choix qui s'offrent au lithium. Soit il fait plein de liens avec les gens, de manière à pouvoir remplir toute la couche 2, soit en fait il dégage son électron, et s'il le dégage, ok, il se retrouve chargé positivement une fois. Mais bon, bah, techniquement, la dernière couche importante, c'est la couche numéro 1, et elle est déjà remplie. Oui, parce qu'en effet, là, on s'amuse à remplir la couche numéro 2. Mais on se rend bien compte que, par exemple, si on a azote ici, une fois qu'on a rempli sa couche numéro 2, bah, la couche numéro 3, elle est vide. Pourtant, on considère pas qu'il doit également la remplir. En fait, on voit que ce qui compte, c'est juste d'avoir sa dernière couche qui est remplie. Et du coup, bah, soit je remplis ma dernière couche, soit je la vide entièrement, de sorte à ce que ma dernière couche, ce soit en fait celle d'avant, donc l'avant-dernière, qui a du coup forcément été remplie. On voit que c'est une stratégie de défense qui marche bien. Et donc le lithium, bah, il peut simplement dégager son électron ici. Alors c'est pas le seul qui va faire ça. Typiquement, on peut se douter que tous les atomes qui sont dans la première colonne ici, donc le lithium, le beryllium, le lithium, le sodium, bah, ils vont pouvoir être tentés de faire ça. Il y a le potassium aussi qui va faire ça. Donc juste dégager leur électron. Et du coup exister sous la forme d'un truc avec une charge positive, donc d'un cation, c'est-à-dire Li+. On voit que c'est une méthode de défense qui marche bien. Donc, par exemple, pour le bore, ça peut être B3+, même si là ça commence quand même à faire beaucoup de charges, comme on peut s'en douter, et le beryllium B2+. Le truc étant que bon là, une charge positive, vas-y, ça pose pas trop de problème. Là, 3 charges positives, putain, ça commence quand même à poser des soucis, ça commence à faire beaucoup, 3 charges positives. Comment est-ce qu'on peut du coup se débrouiller? Globalement, soit on se résigne à pas respecter l'octet, et donc on lui cale une petite lacune. Soit malgré tout on veut quand même respecter l'octet, mais du coup on va devoir caler une charge négative. Par exemple un truc comme ça. Et du coup on doit caler une charge négative sur le bord. Bon bah voilà, c'est un choix à faire. Soit on respecte pas l'octet, soit on respecte pas la charge. Ça va dépendre, et globalement ce qui est cool c'est que les 2 espèces vont pouvoir exister. Parmi les dernières petites espèces exotiques, il y a un truc qu'on appelle un carbène. C'est un truc comme ça. Alors, il n'y a pas forcément pensé, mais lui il a pas de charge, parce qu'il a bien 1, 2, 3, 4 électrons autour de lui. Malgré tout, il ne respecte pas l'octet, donc on lui fout une lacune. Voilà, c'est une espèce qui n'est pas chargée et qui ne respecte pas l'octet, c'est aussi possible avec le carbone. On voit qu'au final, on vient d'étendre pas mal le champ des possibles, avec à la fois toutes les formes vachement classiques
Ce sont donc les formes pas chargées et qui respectent l'octet, bien de tous les éléments qu'on va visuellement croiser, notamment oxygène, azote, carbone. Mais c'est également possible d'avoir des trucs un petit peu plus exotiques. Par exemple, ici, donc, eh bien, notre carbone, qui respecte l'octet mais qui respecte, qui respecte la charge, pardon, mais qui respecte pas l'octet. Des trucs qui respectent l'octet mais qui respectent pas la charge. Et parfois, on n'a pas trop le choix, faut qu'on fasse entorse à l'une des règles. Globalement, c'est quand même vraiment rare de faire entorse à 2 règles à la fois, donc c'est quand même vraiment rare, et de pas respecter la charge et de pas respecter l'octet. Mais on voit que c'est quand même possible. Ici, le carbocation, qui respecte ni l'octet ni la charge, c'est possible. Donc en fait, on voit qu'on peut faire un peu de tout. Globalement, les atomes tendent à respecter les 2 règles. C'est là qu'ils sont plus stables, c'est là qu'ils sont mieux. Mais parfois, il n'y a pas trop le choix. En fait, souvent, ce qui peut être cool, c'est d'essayer de faire en sorte de casser l'une des 2 règles pour du coup déstabiliser un atome et donc le rendre réactif et donc forcer une réaction chimique. C'est une méthode qui va être assez classique. Et du coup, surtout, à partir de là, je pense que vous êtes capable de comprendre un peu. Mais je pense que c'est la dernière partie de la vidéo, je vais essayer de faire ça rapidement, on est déjà à 36 minutes, ça commence à faire long. Et donc on va essayer de capter comment est-ce que on peut s'amuser à représenter des molécules. Alors, typiquement, le premier truc un peu bidon, c'est simplement de faire la formule développée, donc c'était ce que j'étais en train de faire plus ou moins là-haut. Par exemple, je mets un carbone, que je vais lier un autre carbone, que je vais lier un autre carbone, que je vais lier un autre carbone, et puis voilà, je veux faire un butane, donc une molécule constituée de 4 carbones en chaîne. Ok. Évidemment, on voit que sur cette molécule, en fait, on n'a pas trop le choix de ce qu'on doit faire. On n'a pas trop le choix. Pourquoi? Parce que chaque carbone doit faire 4 liaisons en tout. Donc lui, je suis obligé de lui caler 3 liaisons de plus. Lui, je suis obligé de lui en caler 2, je suis obligé de lui en caler 2, je suis obligé de lui en caler 3. Du coup, là, j'ai des choix qui s'offrent à moi. Soit je peux mettre, par exemple, un azote. Parce que l'azote, je sais qu'il doit faire 3 liaisons. Donc je fais que repousser mon problème. Soit je peux commencer à caler des hydrogènes. Les hydrogènes, c'est super pour faire des liaisons, parce que comme l'hydrogène fait qu'une seule liaison, si je dois faire une liaison avec un truc et que je la fais avec l'hydrogène, si vous voulez, j'arrête ma chaîne. On peut le voir comme ça. J'arrête ma chaîne ici. Donc en fait, c'est vachement facile de juste caler des hydrogènes absolument partout, pour tout finir. Malgré tout, il n'y a pas que les hydrogènes qui permettent de définir des chaînes, il y a aussi tout ce qui est du coup les atomes qui sont dans l'avant-dernière ligne, l'avant-dernière colonne du tableau, ce qu'on appelle les halogènes, donc ici fluor, chlore. Pourquoi? Parce qu'eux aussi font une liaison, donc eux aussi sont plutôt pratiques pour finir les différentes chaînes. Alors on va voir qu'en fait, ils ont des propriétés qui sont un petit peu différentes, donc c'est pour ça que souvent il y a plutôt des hydrogènes que des fluors, mais en toute rigueur on pourrait aussi caler des fluors. Mais la plupart du temps on n'aura que des hydrogènes. Ok. Bon, là, du coup, déjà, en fait, on voit que les hydrogènes, on va vraiment devoir en caler en général partout, parce que si vous voulez, c'est le bouche-trou. Et comme c'est un peu le bouche-trou universel, l'hydrogène, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'amuser à représenter tous les hydrogènes que j'ai mis là? Parce qu'au fond, cette molécule-là, où j'ai mis des hydrogènes partout, et cette molécule-là, si jamais je vous présente juste ça, on peut implicitement considérer que le reste va être complété d'hydrogène. Pourquoi? Parce que si je veux respecter et l'octet et la charge, j'ai pas trop le choix que de caler des hydrogènes partout. Et ok, peut-être que je respecte ni l'octet ni la charge, parce que peut-être que là, par exemple, je cale une lacune et une charge positive. Dans ce cas-là, en fait, on sait que j'ai un hydrogène de moins et que j'ai que des hydrogènes sur ce carbone-là. Donc il respecte ni l'octet ni la charge, ok, c'est cool. Mais je veux dire, dès lors que j'ai indiqué que je respectais pas l'octet, et dès lors que j'ai indiqué que je respectais pas la charge, en fait, du coup, j'ai pas trop d'autre choix que de placer que 2 hydrogènes. Donc en fait, on voit qu'encore une fois, comme l'hydrogène fait vraiment office de bouche-trou ici, les représenter tout le temps partout, c'est sympa 2 minutes, mais ça devient vite relou. Parce qu'en fait, c'est évident qu'ils vont être là, ces hydrogènes. Donc c'est pour ça qu'on peut déjà arriver à une formule qu'on va appeler la formule semi-développée, qui est en gros une sorte d'amélioration de la formule développée, dans laquelle on essaie de gagner un tout petit peu de place. On va se dire plutôt, ouais, je vais mettre CH3, CH2, CH2, puis CH, avec un fluor et un azote. Je vais mettre les doublés encore. Voilà. Ça c'est la formule semi-développée, j'ai capté que de toute façon j'étais obligé de compléter avec des hydrogènes, donc je me permets de, malgré tout les noter, mais de pas forcément noter toutes les liaisons hydrogène-carbone, parce qu'on sait qu'elles vont être là. Mais en fait on peut aller encore plus loin. On peut carrément juste noter carbone, 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 fluor, azote. Je vais quand même noter les liaisons NH. Alors ça c'est vachement cool, sauf qu'en fait on peut aller encore un tout petit peu plus loin. En fait dans la pratique cette forme là vous la voyez jamais parce que quitte à arrêter de masquer, quitte à commencer à masquer les hydrogènes, en fait également commençons à considérer de masquer les carbones. Pourquoi? Parce que comme les carbones c'est la base de la chimie organique et qu'on va retrouver des carbones absolument partout, globalement les 2 éléments qu'on retrouve le plus c'est carbone et hydrogène. Donc quitte à masquer les hydrogènes, autant également masquer le carbone. Et du coup comment est-ce qu'on masque le carbone? En fait les liaisons carbone-carbone c'est la base de tous les squelettes des molécules carbonées, de toutes donc les molécules organiques. Sauf que on voit que ce qui nous intéresse ici c'est le squelette de ces molécules, parce qu'on sait à partir du moment, parce que comme c'est des molécules organiques, on sait que ces squelettes va être en carbone. Et donc du coup autant simplement faire ça. Là on arrive à un truc que du coup on va appeler formule topologique. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Il se cache que chaque trait représente une liaison carbone-carbone. Comment est-ce qu'on sait que c'est entre 2 carbones? Parce que de toute façon il y a tellement de carbone partout qu'on va considérer qu'on a plus besoin de les noter.
Et que si jamais il y a autre chose, bah là par contre on note qu'il y a vraiment autre chose. Hein. Donc là on a noté qu'il y avait un fluor, on a noté qu'il y avait de l'azote. Mais les carbones, on a arrêté de les noter parce qu'ils sont partout. Et également ce qu'on va masquer, du coup, c'est les liaisons carbone-hydrogène, parce qu'on sait qu'elles sont là. Typiquement, c'est que ce carbone-là, bah, on voit qu'il a une seule liaison avec un autre carbone. Du coup, il lui manque 3 liaisons, c'est forcément des liaisons avec des hydrogènes. Imaginons qu'en fait, il n'y a que 2 hydrogènes ici. Dans ce cas, il y a une charge positive qui apparaît et une lacune qui apparaît. Donc en fait, autant que je note ça. La lacune et la charge positive. Dans ce cas-là, forcément, je sais que ce carbone-là, c'est un carbone, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas présenté, qui fait 2 liaisons avec des trucs que je vais pas présenter, donc des carbones. Il a en tout ni de charge, ni de lacune, ni quoi que ce soit, donc qui respecte la règle de l'octet et la règle de la charge. Il a donc 2 hydrogènes, sinon de toute façon si c'était autre chose, enfin il a donc 2 liens avec un truc, et comme j'ai pas indiqué ce que c'était le truc, c'est un hydrogène. Identique également pour ce carbone-là, hein. C'est donc un carbone parce que je n'ai pas présenté ce que c'était. Il a 2 liens avec 2 trucs que je n'ai pas présenté, il a donc 2 liens avec des carbones. Et en tout, comme j'ai indiqué ni charge, ni lacune, ni quoi que ce soit, il respecte la règle de l'octet et la règle de la charge, donc il a 2 liens en plus. J'ai pas indiqué avec quoi, c'est donc 2 liens avec des hydrogènes. Et ce carbone-là, bah, du coup, il a un seul lien avec un carbone, parce que je n'ai pas présenté ce que c'était. Il a, lui, par contre, une charge positive, donc il a que 3, et une lacune, donc il a que 3 liens avec des trucs autour de lui. Et comme je n'ai pas présenté ce que c'était, c'est des hydrogènes, donc là, en fait, j'ai 2 hydrogènes. Je pense que vous commencez un petit peu à capter pourquoi est-ce que cette forme-là est une forme qui est non ambiguë. C'est vachement important que ce soit non ambigu, parce que bah, l'objectif, c'est que je puisse identifier une molécule unique et de façon absolue avec ce genre de forme. Et je pense que vous commencez aussi à capter pourquoi c'est vachement pratique, parce que bah, ça peut juste se dessiner beaucoup plus rapidement. C'est une forme qui est non ambiguë, donc qui est claire, qui est universelle, et bah, on a juste en fait dégagé les 2 éléments les plus communs, c'est-à-dire carbone et hydrogène, parce que quitte à les noter tout le temps, bah soyons flemmards et arrêtons de les noter. Et du coup, bah, à partir de là, on vient en gros de réussir à comprendre pourquoi est-ce que ce formalisme-là existe, et surtout pourquoi est-ce qu'il est non ambigu. C'est ça qui est important. Parce que tout le petit tralala que j'ai fait sur les liaisons chimiques, les liaisons covalentes, tout ça c'est mignon, ça nous permet de comprendre un petit peu comment ça marche, de comprendre où est-ce que je dois mettre des charges, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ce formalisme-là de la liaison topologique ne soit pas ambigu. Et ça, je pense que c'est vraiment la première étape, parce que, bah, en fait, c'est juste une étape de langage. Là, on apprend à parler la chimie organique. On apprend à parler, on va comprendre bientôt, du coup, pourquoi est-ce que, enfin, comment ça va être à décoder toutes les différentes vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que, bah, c'est bien gentil. Pour essayer de comprendre ces vidéos, il faut comprendre ce que c'est qu'un nucléophile, il faut comprendre ce que c'est qu'un électrophile, il faut comprendre plein de trucs. Mais ça, c'est pour comprendre le sens de ce qu'il y a derrière. Par exemple, si je veux comprendre un texte de philo, bah, il faut que j'ai des petites notions de philo. Ok, c'est cool. Mais si je parle même pas la langue de ce texte, j'ai aucune chance de le comprendre. Même si je sais ce que c'est la liberté. Si c'est écrit en arabe et que je parle pas arabe, bah, je vais juste pas comprendre le texte du tout. Et donc là, tout ce qu'on fait là, bah, c'est simplement comprendre la langue de la chimie organique. Et cette langue, elle est non ambiguë, elle est claire. Et l'objectif de toutes les vidéos qui étaient là, et notamment de toute l'analyse sur le tableau périodique et sur les liaisons chimiques, bah, c'est de comprendre cette langue et de comprendre pourquoi est-ce que ça, c'est pas ambigu. Ok. Donc bon, bah, à partir de là, on est capable de comprendre plein de trucs. Hein. Donc par exemple, ça. J'ai merdé. Ça. C'est ce qu'on appelle un benzène. C'est donc un cycle de 6 carbones. Et en fait, on peut savoir que, globalement, il va y avoir un hydrogène à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'ai indiqué ni charge, ni lacune, ni quoi que ce soit. Puisque j'ai indiqué ni charge, ni lacune, je sais que chaque carbone va respecter et la règle de la charge et la règle de l'octet. Il va donc faire en tout 4 liens. 4 liens avec des trucs que je peux indiquer, donc des hydrogènes. Et chaque carbone possède en tout 3 liens, parce qu'il possède un lien simple avec un autre carbone et un lien double avec un carbone à côté. Donc en tout, bah, chaque truc possède 3 liens, il doit en faire un 4ème, j'ai pas indiqué avec quoi c'est un hydrogène. On voit donc en fait, la molécule que je dessine à côté, c'est donc cette molécule-là. Sauf qu'on voit que c'est quand même beaucoup plus long à écrire. Et que c'est pas forcément beaucoup plus clair que simplement ceci. Ces 2 molécules-là sont identiques, il y en a quand même une qui est plus simple à représenter que l'autre. Ok, voilà. Bon bah, c'était une première vidéo qui était normalement assez longue, mais qui, je pense, n'était pas forcément la plus dense en information. J'ai appris beaucoup de trucs que normalement vous devez déjà préconnaître. L'objectif ici, c'est donc, comme j'ai dit, d'apprendre à parler le langage de la chimie. La prochaine fois, on va commencer à étudier un petit peu les propriétés des molécules, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut, maintenant qu'on sait parler le langage, exploiter ce langage, et parler la chimie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la suivante. Moi sur ce, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine.